sur la politique anti-immigration clandestine, il faut quand même dire que Donald Trump a été élu en partie sur ce point très important de son programme. Donc il y a rien de surprenant. Il applique une de ses promesses électorales. Et effectivement, il le fait à la méthode américaine, c'est-à-dire que c'est fait, mais c'est pas fait du tout dans la dentelle. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha, bonjour à tous les auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement. Commentez bien aussi la vidéo et d'avance un grand merci. Charles, tour d'horizon de l'actualité ce matin et on commence par ce baromètre. Emmanuel Macron a gagné 2 points de popularité sur ce dernier mois, porté par son action à l'international. Comment décryptez-vous cela? Bon, d'abord, 2 points, c'est très peu, mais ces 2 points de plus, c'est toujours mieux que zéro pour Emmanuel Macron. Alors, on se demande bien pourquoi il a gagné 2 points, parce que le bilan, en particulier de la semaine dernière, n'est pas terrible, voire même nul. La semaine dernière correspondait au Forum international de Davos. Et surtout, d'abord, pour commencer la semaine, c'est la publication par Donald Trump de SMS envoyés par Emmanuel Macron. Il faut bien avoir en tête qu'Emmanuel Macron, face caméra et dans les communiqués de Jean-Noël Barrot, etc., fait mine de tenir tête à Donald Trump. D'ailleurs, il y a un article dans le Figaro qui vient de sortir qui explique que tenir tête à Donald Trump est le dernier chantier du quinquennat, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, effectivement, il lui tient tête à distance. Par contre, dans le même temps, il envoie des SMS fait pour s'en rapprocher, pour essayer de s'attirer les bonnes grâces, quelques caresses du président américain, qui en fait se fait un malin plaisir de communiquer ces SMS au grand public, ce qui montre bien que Emmanuel Macron est totalement perdu, il n'a pas de boussole. C'est exactement la même chose quand dans ces SMS, il précise à Donald Trump qu'il va inviter les Russes à la table du G7, en marge du G7 à Paris, alors que il passe ses journées relayées par sa ministre de la Défense, relayées par son ministre des Affaires étrangères et par l'ensemble de ses partenaires européens, à expliquer que les Russes sont des criminels de guerre, que Vladimir Poutine devrait être jugé et qu'il ne faut pas faire de concessions et qu'il faut il faut aider l'Ukraine à faire la guerre et à reprendre les territoires pris sur la Russie. Tout ça n'a aucun sens. C'est du cirque. Ça traduit l'état de détresse totale du président Macron qui n'a plus pied en fait sur les questions intérieures, qui d'ailleurs le désintéresse. Donc ce bilan nul sur la scène internationale, cette humiliation même, c'est pire que nul parce qu'à la limite il se passerait rien. Bon, le problème c'est que Donald Trump la semaine dernière a humilié le président Macron. Il a humilié la France aussi, ce faisant malheureusement. Il y a un impact, il y a un ricochet. Quand Macron se prend une gifle, c'est la France qui se prend une gifle aussi. Et ça a été jusqu'à ce que le président Trump déclare en fait, répondant à une question d'une journaliste, déclare que de toute façon l'avis d'Emmanuel Macron ne compte pas, car il ne lui reste plus longtemps à effectuer son mandat de président. Donc on comprend pas bien pourquoi il prend 2 points. Vous me direz, il a été élu 2 fois, ça veut dire que certainement des gens qui sont encore parfois sensibles à certaines choses. Enfin, d'abord c'est rien. Il faut rappeler il est à il est à un niveau historique dans les sondages. Je veux dire, personne n'a fait pire que lui dans les sondages durant la Ve République. Il fait pire que François Hollande. Et 2 points, c'est évidemment pas grand-chose. Mais enfin, ça pose quand même la question de savoir comment raisonne un certain nombre de Français. Même 2%, c'est quand même, ça pose question. Selon le directeur général de l'IFOP, qui a donc commandé ce baromètre, Donald Trump apparaît comme un adversaire qui lui permet de retrouver un peu d'air et un peu d'audience. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Ouais, effectivement, la méthode Trump est une méthode américaine, on va en reparler. C'est une méthode brutale, c'est une méthode de négociation aussi qui est très particulière, qui est issue du monde des affaires. Et effectivement, quand on a
Je dirais Donald Trump a un mandat pour obtenir des résultats concrets, peut-être pour rester dans l'histoire. C'est ce qui manque, même si sur la forme, il y a certaines choses qui choquent. Il ne prend pas de gants. Il faut bien expliquer que d'abord, c'est le style américain. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, c'est le style des Américains. Et son objectif, c'est d'avoir des résultats le plus vite possible et comment dirais-je, de liquider le Parti démocrate, hein, et de faire que son successeur soit élu à sa place durant le prochain mandat. Donc, il faut qu'il ait une action très forte. Il a en plus son caractère qui est particulier, qui lui appartient, et donc il ne s'embarrasse pas d'un certain nombre de choses. Il va très directement. Il est aussi pour lui le fait d'avoir quand même la première puissance militaire au monde, la première puissance diplomatique, de s'appuyer encore sur l'hégémonie du dollar. Et donc, il a une marge de manœuvre que n'ont pas un certain nombre de dirigeants politiques, dont les dirigeants européens, dont le dirigeant français, qui en fait, lui, bah, si on reprend le bilan, effectivement, est dans l'inaction ou dans l'échec sur à peu près tous les sujets, que ce soit sur le sujet économique, sur le sujet sécuritaire, sur le sujet social, les questions sociétales. Effectivement, soit c'est l'inaction, soit c'est de l'échec systématique. Donc, ça peut choquer. Bon, ceci étant, je le redis comme pour la question précédente, il faut voir qui ça choque. Hein. Encore une fois, on peut, comment dirais-je, il y a un style américain qui est très particulier. Il y a des problématiques qui sont très fortes, qu'on retrouve d'ailleurs en France. On va en reparler, mais il y a un certain nombre de questions que traite le président Trump qui ne sont pas traitées par les dirigeants français, qui eux, à contrario, peut-être que Donald Trump en fait parfois, il est un peu exubérant et qu'il en fait parfois peut-être un peu trop vu de France. Mais il faut bien, avant de faire la critique de Donald Trump, il faudrait être capable de faire son autocritique et la critique des dirigeants qui sont, quoi qu'on en dise, élus. Emmanuel Macron a été élu 2 fois. Donc, c'est que il y a un certain nombre de Français qui n'ont toujours pas compris, qui n'ont toujours pas conscience de certaines réalités, et qui ne sont pas prêts à un changement radical sur tout un tas de sujets. Voilà, donc je dirais, on peut avoir un avis sur le Donald Trump et son action, mais il serait bien aussi de pouvoir faire son autocritique et faire avancer les choses en France. On quitte la France, Charles, pour Abu Dhabi. La réunion trilatérale qui s'est tenue ce week-end entre Américains, Ukrainiens et Russes sur une résolution, un plan de paix quant au conflit russo-ukrainien n'a visiblement rien donné de concret. Oui, c'était pas une surprise. D'ailleurs, au moment où on enregistre l'émission, là, ce matin, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, vient d'annoncer que l'accord était loin d'être finalisé d'ailleurs. Ce qui n'est pas une surprise. Ces discussions, elles permettent aux Américains, aux Ukrainiens, aux Russes de ne pas perdre la face. Donc, il faut montrer aux yeux du monde entier qu'on continue à discuter, etc. Ceci étant, il n'y a aucune évolution sur le dossier. L'évolution principale, c'est rappelé quand même ça par tout le monde, c'est la question. Le point central pour pouvoir aboutir, c'est la question territoriale. Et pour le moment, les Ukrainiens refusent toute concession aux Russes. Et donc l'accord est bloqué. Je rappelle aussi que les Russes ont d'ailleurs bien anticipé, puisqu'il y a 15 jours, le président Poutine a donné l'ordre à l'armée russe d'avancer en direction et de conquérir la ville de Zaporizhzhia, qui est une ville très importante en Ukraine, qui est située sur le Dniepr, au sud de Kiev, et en direction de laquelle les Russes ont opéré une percée du front de plusieurs dizaines de kilomètres il y a déjà plus d'un mois et demi. Et donc, euh, et donc, rien ne va bouger, évidemment. Ce qu'on peut quand même noter aussi, parce que je le rappelle, c'était important dans le discours de Volodymyr Zelensky à Davos, il a fait la leçon aux Européens. J'ai regardé à nouveau la vidéo ce week-end. J'invite nos auditeurs à la regarder. C'est quand même incroyable. Dans une tentative de rapprochement et de, comment dirais-je, de séduction de Donald Trump, Volodymyr Zelensky en vient à expliquer que les pays européens sont des petites ou des moyennes puissances
et qu'ils n'ont pas la volonté nécessaire pour s'opposer aux Russes. Ce qui évidemment contredit tout le discours qu'il tient lorsqu'il se rend à Paris ou lorsqu'il se rend à Londres. Toutes les embrassades, comment dire, tous les sourires faits aux dirigeants européens, là, pour les besoins de la séduction de Donald Trump, par pur opportunisme, eh bien, il en est venu, il en est venu à tailler des croupières à Emmanuel Macron notamment. C'est assez incroyable, mais j'invite voilà, nos auditeurs à regarder cet extrait, le discours de Zelensky à Davos. Ça permet de comprendre le personnage et ça permet de comprendre à quel point l'Ukraine aujourd'hui est dépendante de Donald Trump. Zelensky essaie d'empêcher un rapprochement trop rapide entre Américains et Russes. Ce rapprochement pourra avoir lieu parce que finalement, Donald Trump, voyant que Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens refusent les concessions territoriales que Trump a demandé de faire aux Russes, le président américain pourrait très bien s'énerver et décider de mesures fortes de rétorsion, comme l'arrêt de livraison d'armes à l'Ukraine, même si elles sont achetées, si elles sont vendues par les Américains, achetées par les Européens, ils pourraient décider d'arrêter ou d'arrêter la fourniture de certains matériels. Et donc, Zelensky doit absolument éviter ça. Et le discours de Zelensky, d'ailleurs, n'a pas suscité de réaction de la part de Macron des Européens. C'est-à-dire ils ont laissé le président ukrainien les critiquer sans que ça pose de problème. Ce qui veut bien dire aussi le degré de soumission de ces dirigeants européens, non seulement à Zelensky, qui est la vedette depuis quasiment 4 ans, mais aussi cette soumission, comment dirais-je, à l'idéologie mondialiste, qui en fait est la seule explication quand on se fait humilier comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort, c'est qu'on est écrasé par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'agenda mondialiste dont Volodymyr Zelensky est une des petites stars, est un des grands acteurs, et ça vaut bien de se faire humilier parce qu'il faut il faut que la guerre contre la Russie continue, et pour que la guerre contre la Russie continue, il faut que le président américain ne lâche pas les Ukrainiens. Donc on se tait, on s'écrase et on avale. On quitte Abu Dhabi, Charles, pour le Venezuela à présent, où la présidente par intérim a affirmé, je cite, les ordres de Washington, ça suffit. Oui, c'est intéressant ce qui se passe au Venezuela parce qu'avec un peu de recul, on peut comprendre que le président Maduro, qui a quand même laissé un pays sur le plan économique en état de détresse quasiment absolue, a été lâché par une partie de son entourage, dont d'anciens chavistes, dont fait partie l'ancienne vice-présidente du pays, qui, par pragmatisme, a conclu un accord avec Donald Trump pour faire revenir l'industrie pétrolière, les industriels du pétrole américain pour l'exploitation du pétrole, qui en même temps a compris le message, c'est-à-dire que Donald Trump, kidnappant Nicolas Maduro, aurait pu faire revenir d'exil l'opposante, le prix Nobel de la paix, dont le nom m'échappe, au pouvoir au Venezuela. Cette dame, d'ailleurs, je dirais, soutenue par les Européens et s'inscrit parfaitement dans l'agenda et dans la hiérarchie mondialiste. Il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que Donald Trump, comme d'ailleurs en Iran avec le Shah, ne veut pas d'opposants de pacotille qui n'ont aucune légitimité populaire et qui s'inscrivent dans l'agenda mondialiste. Il a donc préféré s'entendre et donner une chance à la vice-présidente vénézuélienne. Ceci étant, il faut aussi comprendre que ce deal passé avec les Américains, il doit aussi rassurer et donner un peu des gages à la population vénézuélienne, qui est quand même, je dirais, par habitude et par nécessité, euh, était en partie favorable à Nicolas Maduro, était en très grande partie favorable à Hugo Chavez. Et donc pour faire ça, elle a besoin de montrer qu'elle n'est pas totalement dans les mains de Donald Trump et je dirais qu'elle est attachée à la souveraineté de son pays. Donc c'est une petite pique envoyée à Donald Trump. Ceci étant, si les industriels de l'énergie et du pétrole américains reviennent
au Venezuela, c'est que des discussions assez poussées ont eu lieu et c'est qu'un terrain d'entente a été trouvé entre les deux administrations. Voilà. Donc la page vénézuélienne est, je dirais, particulièrement intéressante. Elle permet à Donald Trump de reprendre pied dans le pays. On sait aussi que les investissements chinois vont certainement se poursuivre et que la Chine va certainement financer une partie du développement économique du Venezuela. Simplement, le pétrole vendu à la Chine et qui sera vraisemblablement, qui continuera d'être vendu par le Venezuela à la Chine, le sera par l'intermédiaire des Américains. Ce qui permet aux Américains, en fait, de laisser les Chinois continuer à payer. Simplement, les transactions, je dirais les deals, les accords commerciaux permettent aux Américains de verrouiller le pétrole qui sort et je dirais les devises qui rentrent au Venezuela, ce qui est sans les sans les pousser, sans les engager à intervenir militairement au Venezuela, ce qui évidemment les ferait prendre des risques importants. Voilà. Donc on peut quand même, on va voir ce que les choses peuvent bouger évidemment, elles vont continuer à bouger, mais la méthode Trump et le déroulé de la stratégie américaine au Venezuela sont particulièrement intéressants à étudier et c'est à suivre de très près parce que je crois que ça crée un précédent et que, contrairement à ce que beaucoup disaient, ça n'évolue pas si mal que ça pour les Américains et pour les Vénézuéliens aussi, parce que ça permet une continuité avec le pouvoir chaviste. Il n'y a pas de rupture, je dirais, dans la tradition politico-culturelle au Venezuela. On voit bien que Maduro est lâché par les caciques du parti, les caciques de la majorité, qui ont décidé de faire sans lui, qui ont décidé de, pour faire perdurer le Venezuela et ne pas le livrer aux mondialistes, ont décidé de s'entendre avec Donald Trump. Voilà, donc c'est intéressant, ça reste à suivre. On continue, Charles, notre tour du monde, notre tour d'horizon de l'actualité ce matin et direction à présent les États-Unis où Donald Trump fait face à de grosses manifestations anti-ICE à Minneapolis après la mort d'Alex Pretty. Charles, ma question est simple. Est-ce que les Américains s'opposent à la politique anti-immigration de Donald Trump ou à la méthode des agents fédéraux? Sur la politique anti-immigration clandestine, il faut quand même dire que Donald Trump a été élu en partie sur ce point très important de son programme. Donc il y a rien de surprenant. Il applique une de ses promesses électorales. Et effectivement, il le fait à la méthode américaine, c'est-à-dire que c'est fait, mais c'est pas fait du tout dans la dentelle. Euh, on peut critiquer l'action de cette police anti-immigration clandestine, évidemment. C'est fait je dirais, avec les méthodes américaines. On va en parler, mais comment dirais-je, ayant décidé de s'attaquer au problème de l'immigration clandestine et en fait d'expulser les clandestins, Donald Trump a décidé d'y mettre les moyens. Il faut quand même rappeler que cette police qui fait débat aujourd'hui, enfin surtout dans la gauche américaine, chez les démocrates et à Minneapolis, qui est une des villes avec Los Angeles, qui est vraiment le cœur du wokisme aux États-Unis, il faut rappeler que cette police existait déjà du temps de Joe Biden, du temps de Barack Obama, du temps de George Bush, et simplement qu'aujourd'hui, elle a obtenu des moyens supplémentaires pour réaliser, c'est comme sur le reste, pour réaliser durant le mandat de Donald Trump sa promesse de campagne électorale et régler le cas de l'immigration clandestine. Donc ils ont un agenda à tenir, euh, ils ont peu de temps pour obtenir des résultats et donc ils y vont très fort. Je me permets quand même un petit clin d'œil à la France, c'est que on voit que souvent on a dit que le problème de l'immigration clandestine ne pouvait pas être solutionné, qu'il était impossible d'expulser les gens, etc. Je le dis, je le redis, c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'États dans le monde. Il n'y a pas que les Américains, il y a les Russes aussi en 2008, au moment de la guerre contre la Géorgie. En quelques semaines, c'est des dizaines de milliers de Géorgiens qui sont expulsés de Russie. Ce qui veut dire que quand un État décide d'expulser et qu'il s'en donne les moyens, eh bien techniquement, c'est tout à fait faisable.
Alors on se pose la question quand même, et après on va revenir à la police américaine, on se pose quand même la question de savoir pourquoi en France, on se fait ridiculiser par quelques OQTF qui refusent de monter dans les avions, et pourquoi on n'arrive pas à expulser massivement les clandestins, les gens qui sont illégalement entrés en France et qui y restent. Voilà. Alors, il y a effectivement un problème européen. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la législation européenne, et il y a aussi, surtout, un manque de volonté. Je crois que c'est là, si on compare un peu avec Donald Trump, il y a un manque de volonté des dirigeants français pour régler le problème de l'immigration clandestine. S'il y avait une volonté, il y aurait des moyens techniques et on pourrait régler le problème. Simplement, euh, ça ne fait pas partie des convictions des dirigeants politiques français qui sont aujourd'hui aux commandes, notamment d'Emmanuel Macron, qui est un fan de la société cosmopolite, de la société globalisée, qui pense que l'immigration, eh bien, une société cosmopolite est une bonne chose. C'est son modèle, c'est le modèle de société à l'anglo-saxonne. Et c'est la raison de fond pour laquelle le sujet de l'immigration clandestine n'a jamais intéressé Macron et qu'il n'a absolument rien fait pour trouver des accords avec les pays de départ et pour pouvoir faire exécuter les OQTF ou pour réformer le droit européen. Tout ça ne l'intéresse pas. Alors revenons aux États-Unis. Ça intéresse évidemment Donald Trump parce que c'était un sujet au même titre que le narcotrafic. L'immigration clandestine en provenance notamment d'Amérique du Sud était un sujet. Je rappelle que Donald Trump a été élu par une majorité de latino-américains et par une, j'ai plus les chiffres en tête, mais par une part importante de la communauté afro-américaine. Beaucoup plus dans les deux communautés que lors de son premier mandat, lors de sa première élection en 2016. Donc Donald Trump a donné le plein mandat à cette police spéciale anti-clandestin qui s'appelle la ICE. Et on voit depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines, des affrontements, notamment dans la ville de Minneapolis, dont le maire est en opposition frontale avec Donald Trump. Donald Trump considère d'ailleurs que la ville est en situation d'émeute, quasiment en situation de sécession. Et donc, il y a des affrontements entre police et manifestants qui sont extrêmement violents. Euh, avec des images relayées sur les réseaux sociaux qui, effectivement, comme tu le rappelais, montrent un manifestant tué par la police. Évidemment, c'est malheureux. Il y a un mort ou il y a plusieurs morts, c'est malheureux, mais je pense qu'il est important de remettre dans le contexte américain qui est un peu hors norme. Il faut rappeler que ce manifestant portait sur lui une arme de poing et qu'il s'est opposé à la police. Donc, il y a peut-être une erreur, une bavure policière, mais il faut rappeler quand même que que la police américaine fait face à des émeutes, et en fait, à des incivilités et à des actes qui sont illégaux. C'est exactement la même chose en France. On voit des refus d'obtempérer ou des citoyens qui s'opposent aux forces de l'ordre. En fait, la réponse ne peut pas se faire avec des câlins et avec du dialogue. C'est pas possible. Il faut de la sanction, il faut de la répression. Là, effectivement, on sait que la police américaine, qui est confrontée à un port d'armes qui est quand même quasiment généralisé aux États-Unis, le droit de porter une arme, d'acheter des armes, des munitions, même de gros calibre, s'obtient très facilement. Ce qui veut dire que le nombre de policiers qui est tué aux États-Unis est important, beaucoup plus important qu'en France, à cause justement de cette circulation des armes. La police américaine a des méthodes extrêmement musclées parfois. Voilà. Donc, je dirais, il peut arriver qu'il y ait une bavure. Je ne sais pas si on verra ce qu'en dit la justice américaine, mais la situation dégénère. C'est une situation qui à Minneapolis est particulièrement inquiétante, mais je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui garantit la liberté d'expression, que nous n'avons pas en France, liberté d'expression totale. Et deuxièmement, il y a surtout dans ces émeutes
des gens qui refusent à la police américaine, à la police fédérale, de faire son travail. Merci Charles. Merci Aïcha, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis. À bientôt.